Bien, bon après-midi à tous et bienvenue à cette session symposium UNICEF à l'Afrique 2020. Je suis Landry Tsagui-Domo, je suis conseiller régional VIH-Sida pour UNICEF en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est un privilège pour moi de modérer cette première séquence de notre symposium qui porte sur le cadre opérationnel de la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette première séquence verra tour à tour les interventions du Dr Anne-Cécile Zonkani-Bissek, directrice de la recherche opérationnelle en santé au ministère de la Santé au Cameroun. Ensuite suivra Dr Mamadou Sakho, représentant l'ONU-SIDA au bureau régional. Et nous terminerons notre première séquence par une intervention de Madame Félicité Chibintat, qui est directrice régionale adjointe de l'UNICEF à bureau de l'Afrique régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sans plus tarder, j'ai l'insigne honneur d'inviter Dr Zonkani pour son intervention. Distingués participants, mesdames et messieurs, il me choisit l'honneur de partager l'expérience du Cameroun en matière de prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes femmes. Est-il besoin de rappeler que dans tous les pays de notre région, y compris le mien, ces dernières continuent de porter une charge disproportionnée de l'infection à VIH par rapport aux jeunes hommes. Au Cameroun, l'enquête CAMFIA 2018 a montré que les nouvelles infections chez les femmes de 15 à 24 ans étaient 9 fois plus fréquentes que chez les hommes de la même tranche d'âge. Par ailleurs, l'EDS 2018 a fait état de ce que la prévalence du VIH chez les 15-24 ans est de 1,5% chez les jeunes femmes contre 1,1% chez les jeunes hommes. Chez ces jeunes femmes, entre 15 et 19 ans, 12% avaient débuté les rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, contre 6% chez les jeunes hommes. De plus, la fécondité était précoce avec 24% qui avaient débuté la vie reproductive. Ces chiffres démontrent l'extrême vulnérabilité des adolescentes et des jeunes femmes. Les processus d'analyse débouchant sur une proposition de cadre opérationnel pour guider la planification des pays arrivent donc à point nommé. En effet, 10 pays sont impliqués depuis avril 2020. Le processus est participatif, mobilisant toutes les parties prenantes. Au Cameroun, outre le CNLS, 5 départements ministériels sont concernés, de même les ONG, ainsi que les réseaux et associations de jeunes. L'enquête menée auprès des parties prenantes a permis de comprendre les barrières et opportunités des politiques et systèmes de réponse. De plus, ces dernières ont eu l'opportunité d'analyser 8 dimensions critiques des programmes auprès des filles et jeunes femmes, allant des aspects politiques et réglementaires aux considérations techniques, normatives, programmatiques, voire logistiques. À terme, cette approche multisectorielle basée sur les évidences nous aidera à mieux identifier les stratégies et interventions pour combler nos lacunes de programmation et réduire les risques et vulnérabilités des adolescentes et des jeunes femmes. Mesdames et messieurs, nous adressons nos vifs remerciements à l'UNICEF et à d'autres partenaires tels que Johns Hopkins University, Avenir Health, pour les pourparlers engagés en faveur de ce processus. Nos remerciements vont également à nos partenaires habituels, ONU-SIDA, UNFPA, UNESCO et ONU Femmes, pour leur appui permanent afin de garantir une génération sans sida d'ici 2030. Je vous remercie.
Merci, Dr Bissek, pour votre intervention. Nous allons passer la parole au Dr Mamadou Sakho de l'UNICEF. Dr Mamadou. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Madame la représentante de l'UNICEF, directrice adjointe du bureau régional UNICEF basé à Dakar, Monsieur le ministre de la Santé et directeur de la Santé du Cameroun, chers panélistes, Mesdames, Messieurs les facilitateurs, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités. C'est un honneur et un plaisir de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de ce panel combien important pour faire avancer l'agenda de la lutte contre le VIH/SIDA adressé chez les adolescents, les jeunes et les femmes dans leur pays en Afrique francophone lors de Afravi 2020. Au nom de l'ONU-SIDA et au nom du directeur régional Anne-Fléché, je vous transmets ces vives félicitations et ces encouragements pour organiser ce panel. En effet, c'est l'occasion aussi de remercier très sincèrement l'UNICEF et son équipe pour convier à ce débat d'actualité dans le contexte de Covid qui accentue les risques et les vulnérabilités liées au VIH. Ce diptyque d'épidémie imposé depuis 2020 nous oblige forcément de faire le point sur la base, sur les évidences scientifiques et de proposer des perspectives dans les pays francophones. Me référant à nos derniers rapports ONU-SIDA 2019, le nombre de personnes vivant avec le VIH inférieur à 15 ans est estimé à 2 200 000 et les nouvelles infections à 240 000 dans le monde. Quant aux décès, ils sont estimés à 150 000 dans ce même groupe. La communauté internationale, à travers l'ONU-SIDA, a consenti des efforts incommensurables pour l'accès aux antirétroviraux chez les adultes et chez les enfants, jusqu'à 44 500 000, et ceux qui connaissent leur test épidémiologique, le statut est estimé à 30 millions. Mais spécifiquement, chez les adolescents et les jeunes filles, on doit encore redoubler d'efforts, d'où l'importance de la stratégie de l'ONU-SIDA 2025. Rappelons la pertinence et l'urgence associée à votre symposium, cadre opérationnel de la prévention chez les adolescents et jeunes filles en Afrique francophone. Il est important de noter que les nouvelles infections chez les 15-24 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre est estimée à 16% et à 19% chez les adolescents de 10 à 19 ans. Quant à la prise en charge pédiatrique et l'accès aux antirétroviraux pour les enfants, ces indicateurs sont encore faibles, jusqu'à 28% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais c'est à relier à l'accessibilité géographique, la fragilité et la faiblesse du système de santé. Dans le même ordre d'idée, l'accès au self-test pour tout âge est un processus initié en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec environ 40 000 personnes au Sénégal, 400 000 au Kenya. Quant à la prophylaxie PrEP, elle est quasi inexistante, sauf au Nigeria où l'on rapporte 3 000 personnes sous PrEP. Par conséquent, la prévention, la prise en charge chez les adolescents, les jeunes, demeure une préoccupation urgente devant d'innombrables risques et de vulnérabilités liés au VIH et au Covid encourus dans cette partie du monde. Nous ne devons pas les laisser en pâtir. Ils ont également le droit d'accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et l'emploi décent. Les défis et les enjeux sont amplifiés par cette épidémie de Covid dans un terreau fertile d'insécurité, d'instabilité et de contexte humanitaire persistant. Mesdames, Messieurs, la tâche qui nous attend est énorme. Nous devons aller vite à l'action pour des résultats probants au service de la population. Combinons nos efforts dans un esprit de globale solidarité et de responsabilité partagée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Sakho, pour votre intervention. Nous allons poursuivre cette séquence avec le mot de la directrice régionale adjointe de l'UNICEF, bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est en même temps le mot d'ouverture de la session. Docteur Félicité, vous avez la parole. Merci, merci Landry. Madame le professeur Bissek, directrice de la recherche opérationnelle et santé, ministère de la Santé du Cameroun, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers collègues des agences du système des Nations Unies, chers participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom de la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui aurait aimé être avec vous,
vous remercier de votre participation à une session qui touche un sujet d'importance, la prévention du VIH chez les adolescentes et les jeunes filles. En 2018, l'UNICEF publiait des chiffres édifiants. Sur 1,2 million d'adolescents de 15 à 19 ans qui vivent avec le VIH, 3 sur 5 sont des filles. Plus alarmant, toutes les heures, 30 adolescents ont contracté le VIH et 2 tiers sont des filles. Ainsi, les nouvelles infections touchent disproportionnellement les filles. De plus, si la mortalité au VIH a diminué globalement, elle est restée stagnante chez les adolescents. Cette situation très préoccupante pour le continent appelle à la collaboration et à la mobilisation de tous les partenaires si l'on veut freiner l'épidémie et accélérer les progrès vers une génération sans sida d'ici 2030. C'est pourquoi, en collaboration avec les équipes conjointes des agences du système des Nations Unies pour le VIH au niveau régional et au niveau national, et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, l'UNICEF a travaillé avec les gouvernements de 10 pays qui font partie des pays prioritaires, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo démocratique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria, pour élaborer un cadre opérationnel de prévention du VIH chez les adolescentes et les jeunes filles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce travail s'inscrit dans la continuité des initiatives déjà en cours soutenues par l'UNICEF, telles que Tous inclus pour en finir avec le sida chez les adolescents, appelé All In, Start Free, Stay Free, AIDS Free, le cadre d'action visant à réduire le nombre de nouveaux cas d'infection à VIH chez les adolescentes et les jeunes filles, et enfin, la feuille de route de la prévention du VIH pour 2020, dont le but est d'intensifier la prévention du VIH en mettant l'accent sur les obstacles structurels. Ce cadre opérationnel permettra d'améliorer la compréhension des risques et des vulnérabilités des adolescentes et des jeunes femmes face au VIH, de définir un paquet minimum d'interventions et de services intégrés pour la prévention du VIH, ciblant les besoins spécifiques des adolescentes et des jeunes femmes, et de documenter les meilleures pratiques pour les répliquer et les mettre à l'échelle. Parce que je suis convaincue qu'investir pour les adolescents, c'est investir pour le futur du continent, je réitère l'engagement de l'UNICEF à renforcer la collaboration fructueuse avec tous les partenaires afin de soutenir les gouvernements à mettre fin à la menace de santé publique que représente l'épidémie de VIH chez les adolescentes et les jeunes filles en Afrique de l'Ouest et du Centre et atteindre l'objectif d'une génération sans sida d'ici 2030. Tout en vous souhaitant des délibérations fructueuses et plus d'engagement autour de cette initiative, plus de ressources, je déclare ouvert la session satellite sur le cadre opérationnel de la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie. Merci, docteur Félicité, pour ce mot d'ouverture qui nous permet de passer à la deuxième séquence de notre symposium, séquence qui sera beaucoup plus centrée sur la présentation majeure de notre symposium, qui porte sur l'analyse qui a été faite dans les 10 pays impliqués dans l'exercice d'élaboration de ce cadre opérationnel. La présentation sera faite par Madame Thérèse Douimana, qui est spécialiste VIH pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au niveau régional. Cette présentation va commencer. Madame Thérèse, nous passons la parole.
Monsieur le modérateur. Merci pour cette opportunité qui m'est offerte de présenter comment améliorer la prévention du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre, suivant les analyses qui ont été faites. Je vais d'abord présenter l'équipe d'études qui a contribué à ces analyses. Avenir Health et Johns Hopkins University, nos deux partenaires qui sont aux États-Unis. ONU-SIDA, UNESCO, UNFPA, ONU Femmes, dans le cadre des équipes conjointes des Nations Unies dans 10 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau et le Nigeria. L'ONU-SIDA, UNESCO, UNFPA, ONU Femmes, au niveau régional dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notre équipe conjointe JULTA. Les bureaux pays de l'UNICEF dans les 10 pays, le bureau régional de Dakar de l'UNICEF, notre siège à New York et le consultant international Emmanuel Jomeli qui a accompagné tout le processus. L'objectif de notre présentation, elle s'adresse aux responsables de programmes, aux décideurs et aux équipes chargées de la mise en œuvre des approches et des outils de prévention du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes. Son contenu se base sur les données probantes susceptibles d'améliorer l'efficacité des programmes nationaux. La présentation va porter sur pourquoi la question de l'épidémie du VIH reste d'actualité et importante en Afrique de l'Ouest et du Centre. On parlera de la réponse des pays à la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes femmes dans notre région. On parlera des 4 principales questions de recherche opérationnelle, les résultats des analyses, les limites à prendre en considération dans l'interprétation des résultats et quelques considérations émergentes pour la mise au point de la programmation d'action de prévention du VIH. Je ne vais pas trop m'attarder au contexte, sachant que ça a été déjà abordé dans la session d'ouverture. Je dirais juste que notre région reste en arrière par rapport à la prévention de nouvelles infections. Et je dirais aussi que les femmes, comme on va le voir, continuent toujours de supporter le fardeau disproportionné du VIH par rapport aux hommes. Cette diapositive nous donne l'état général des nouvelles infections globalement. Et ici, je dirais juste 2 messages clés. C'est que les nouvelles infections, la grande proportion se retrouve dans 2 régions. Notre région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. C'est la partie subsaharienne de l'Afrique qui concentre le maximum, la plus grande proportion de nouvelles infections du VIH. Ici, je donnerai un autre message, c'est que les projections faites d'ici 2050 montrent que notre région, les nouvelles infections vont continuer à augmenter beaucoup, passant de 18% en 2010 à 40% en 2050. Les objectifs de ces analyses visent à comprendre les adolescentes et leurs partenaires qui sont ciblés, les facteurs le profil de risque, le cadre pratique fondé sur les données probantes pour prioriser les interventions pour qui, où, quand et surtout
quelle intervention par rapport au coût-efficacité, mais aussi des politiques de santé et la réponse multisectorielle dans 10 pays. Les 10 pays qui ont été ciblés sont le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la RDC, qui ont une forte prévalence du VIH, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, parce qu'ils ont une incidence élevée du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes. La méthodologie a consisté à une revue systématique de la littérature scientifique, l'analyse secondaire des données disponibles, ici des enquêtes EDS, enquêtes démographiques et de santé, la revue systématique des politiques de santé et des réponses du secteur santé et des autres secteurs, le développement d'un cadre analytique permettant de prioriser un ensemble défini d'interventions dans des localités spécifiques en fonction de l'impact. Il y a 7 interventions qui ont été ciblées pour ce cadre analytique: l'éducation en matière de VIH à l'école, le renforcement des autres secteurs sociaux, le lien avec les autres secteurs sociaux, le préservatif, transfert d'argent, autonomisation économique, la prophylaxie, pré-exposition, mais aussi tout ce qui concerne les violences basées sur le genre, mais aussi l'engagement des partenaires. Pour cette diapositive, on va parler du risque, de la vulnérabilité et des facteurs de risque de vulnérabilité et de protection associés à la prévalence du VIH. En bas, sur cette diapositive, on voit les variables considérées comme les indicateurs de risque. Ce sont des facteurs comportementaux qui augmentent la susceptibilité aux infections sexuellement transmissibles. Les autres variables qui sont considérés comme indicateurs de vulnérabilité sont plutôt les facteurs sociaux, démographiques et cognitifs à plusieurs niveaux associés au comportement à risque. Ici, on montre le risque, le profil de risque, la corrélation entre les infections sexuellement transmissibles et le profil de risque pour les adolescentes et jeunes femmes, mais aussi pour leurs partenaires masculins. Et ici, ce que l'on voit surtout, c'est que les facteurs de risque le profil, surtout pour les adolescentes et les jeunes filles, on a vu que la variable âge était très importante. Et pour la variable âge, mais aussi la variable état matrimonial. Ça, c'est le message clé pour cette diapositive. Et pour la caractérisation des partenaires masculins des adolescents et des jeunes femmes, l'étude a révélé que comparativement aux hommes sexuellement actifs et à des partenaires féminins plus âgés, les partenaires masculins qui ont comme partenaires les adolescentes et les jeunes femmes sont plus jeunes, susceptibles d'être employés ou chômeurs. Ils ont des comportements sexuels à risque, le multipartenariat sexuel, les relations sexuelles non protégées, et ils sont plus susceptibles de signaler les symptômes d'infection sexuellement transmissibles au cours de la dernière année d'enquête. Ici, on montre les critères de risque utilisés pour l'identification des adolescentes dans les programmes nationaux actuels. Quand on regarde la population cible sur le côté gauche du tableau, on remarque que presque tous les pays ciblent les adolescents de 14 ans, 15-19 ans, mais on voit qu'il y a certains pays qui ne ciblent pas les parents et les partenaires
sexuelle des adolescentes et des jeunes femmes. Cette diapositive nous montre les plateformes utilisées par les différents pays et on voit que presque tous les pays utilisent toutes les plateformes à l'exception d'un ou de deux, lesquelles sont les écoles, les formations sanitaires, les communautés, les espaces sûrs, mais aussi les réseaux sociaux. Cette diapositive nous montre les cas et niveaux de mise à échelle des stratégies et approches pour la prestation des services dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour les différentes interventions qui sont listées dans la colonne de gauche, cette code couleur vert, verte, jaune et rouge nous montre que pour les différentes interventions, le vert signifie que les processus, les outils, les systèmes sont en place, mais aussi que la qualité des services répond aux normes, quand c'est vert ou vert clair. Quand c'est jaune, ça signifie que les processus, les outils pour les différentes interventions sont en place, sont mises en œuvre, mais que la qualité reste à désirer. Et quand c'est rouge, ça signifie que ces processus n'existent pas du tout, les outils pour ces interventions n'existent pas du tout. Donc, ça nous montre une indication sur là où les pays sont bons et là où ils doivent mettre le focus et faire beaucoup d'efforts. On en arrive à la modélisation. Le modèle Spectrum, structuré sur l'âge, qui a été utilisé pour estimer le coût des infections évitées sur 4 scénarios. Le premier scénario, c'est quand les interventions qu'on a vues précédemment, les 7 interventions, s'il y a la poursuite de la mise en œuvre au niveau actuel, ça c'est le premier scénario. Le deuxième montre quand on priorise les interventions. Les interventions à haut impact dans certains districts, dans certaines localités. Le troisième scénario, c'est dans un contexte où les financements sont disponibles. Toutes les interventions, les 7 qu'on a montrées tout à l'heure, sont mises en œuvre, sont mises à l'échelle. Pour le dernier scénario, non seulement toutes les interventions ciblant les adolescentes et les jeunes filles sont mises en œuvre, les 7, au niveau maximal dans tous les districts, mais on ajoute l'aspect du traitement antirétroviral, qui est très, très important. Toutes les adolescentes et jeunes femmes qui sont séropositives sont mises sous traitement. Donc, voilà les 4 scénarios qui ont été modélisés. Et la diapositive qui suit celle-ci montre le coût moyen par infection évité par rapport au coût de la trithérapie. Et comme vous le voyez, sur les 3 pays, le coût moyen par infection à VIH évité est nettement inférieur au coût prévu pour les antirétroviraux à vie. Le seul message important ici, c'est l'importance de mettre un accent sur la prévention pour éviter les nouvelles infections chez les jeunes filles. Par rapport au coût efficacité de ces interventions de prévention. Les limitations des analyses qui ont été faites, je ne pourrais pas citer toutes les limitations, je dirais juste que par rapport à la revue systématique, il n'y avait pas de données sur l'incidence. La modélisation, le modèle ne traitait pas explicitement des synergies d'impact ou de coûts pour les 7 interventions.
Pour les enquêtes auprès des parties prenantes, il n'y avait pas d'observation directe de la qualité des services ni de visite de site. Il y avait juste une enquête et des questionnaires autodéclarés qui ont été analysés. En conclusion, on dira que les analyses ont donné des arguments convaincants en faveur du renforcement de la riposte actuelle du VIH. Les stratégies des approches et interventions adaptées doivent être soigneusement étudiées. On insistera sur la participation significative des adolescentes et des jeunes femmes à tout le processus de planification, sur les données, génération des données de meilleure qualité pour la prise de décision, l'introduction, renforcement, extension, amélioration efficace et continue de la qualité des soins, mais aussi l'importance de tirer profit des initiatives et collaborations entre les différents secteurs. Je ne terminerai pas cette présentation sans remercier les différentes institutions qui y ont participé, les programmes nationaux de lutte contre le sida des 10 pays qui ont été cités précédemment, les ministères de la Santé et les autres secteurs des 10 pays, toutes les parties prenantes au niveau de ces pays qui se sont fortement engagées, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'équipe d'études vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Merci Thérèse pour cette brillante présentation. Nous allons passer à la deuxième séquence de notre symposium et j'ai le privilège d'accueillir pour cette séquence mon collègue Xavier Hospital, qui sera le modérateur. Xavier Hospital est conseiller régional en éducation pour la santé et le bien-être au bureau de l'UNESCO à Dakar. Xavier, tu as la parole. Un grand merci, Landry, un grand merci à l'UNICEF d'inviter l'UNESCO à cet très important symposium. Les résultats qui ont été présentés nous permettent de partir dans la bonne direction pour la prévention du VIH parmi les adolescentes et les jeunes femmes. Cette recherche montre que la prévention passe par une combinaison de plusieurs types d'interventions, des interventions éducatives et des interventions comportementales, médicales, et le tout dans un contexte socio-culturel et légal et des inégalités et des violences de genre. On ne peut aborder la prévention sans la lier à des programmes d'éducation à la sexualité, des programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, et il faut rester très attentif aux violences et aux inégalités de genre. Nous avons vu que les programmes de prophylaxie pré-exposition sont parmi celles qui ont le plus d'impact, et l'ensemble des programmes sont destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes, et donc il est très important de rappeler qu'elles doivent être au cœur des interventions en tant qu'actrices qui participent à toutes les étapes du programme afin de répondre effectivement à leurs besoins. Dans cette table ronde, nous allons aborder ces différentes facettes de la prévention au cours de 4 interventions présentées par des experts reconnus pour leur expérience dans chacun des domaines. La première intervention sera faite par M. Dominique Gomis, qui est socio-anthropologue de la santé, expert en gestion de programme avec une vaste et longue expérience dans des secteurs tels que la prévention du VIH, la programmation holistique des préservatifs, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, entre autres. M. Gomis nous expliquera pourquoi la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes est une priorité et donnera des exemples d'intervention de l'UNFPA dans ce domaine. La deuxième vidéo sera présentée par Mme Florence Raes, directrice régionale adjointe de l'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a été représentante de plusieurs bureaux et acquis une vaste expérience internationale dans l'égalité des sexes, la gouvernance et les réformes juridiques, la macroéconomie et la sensibilité au genre, la budgétisation ainsi que l'autonomisation des femmes rurales et autochtones. Madame Raes abordera les violences basées sur le genre en tant que violation des droits humains, les coûts et les conséquences pour les filles, les femmes et la société dans son ensemble,
les causes et les moyens de prévention. Dans la troisième intervention, le Dr Ladji Nazagei Patrice, qui est directeur coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre le sida, et nous donnera des exemples de prophylaxie pré-exposition destinés à toucher un maximum de jeunes en Côte d'Ivoire, et en particulier des jeunes au sein des populations plus à risque d'exposition au VIH. Et finalement, dans la dernière vidéo, intervention, Madame Laurence Kabasele-Birungi, qui est une jeune et dynamique et ambitieuse personne de la République démocratique du Congo, et nous rappellera l'importance de l'implication des jeunes en décrivant la réalité des jeunes femmes et des jeunes filles afin que les interventions soient le plus efficaces possible. Suite à cette rapide introduction des 4 vidéos, donc j'invite les organisateurs à nous en faire bénéficier. Merci beaucoup, vidéo. Bonjour. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, remercier très sincèrement les organisateurs de cette table ronde, le management du bureau régional UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment M. Mabingengom, directeur régional, et Dr Mamadou Kanté, directeur régional adjoint. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes collègues de l'UNFPA pour l'appui et le soutien constant. Je m'en vais tout de suite partager avec vous ma présentation. Donc, OK, merci. Donc, comme je disais, ma communication va porter sur l'importance de la prise en compte de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Cette importance se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau des facteurs contextuels. Comme vous le savez, notre région est caractérisée par l'entrée en sexualité précoce et peut protéger des risques de VIH, des autres IST et des grossesses. Les mariages précoces, les grossesses précoces non désirables sont très fréquents dans notre région et peuvent provoquer les avortements volontaires, les abandons scolaires. Les jeunes sont très touchés par la mortalité. Les jeunes mères sont particulièrement touchées par la mortalité maternelle. Aussi, la mortalité infanto-juvénile est généralement associée à la prématurité des naissances chez les adolescents de la région. L'autre série de facteurs qui justifient cette importance, c'est les indicateurs de santé sexuelle et reproductive qui sont très préoccupants. Nous le savons, ces indicateurs, notamment en matière de droits, santé sexuelle et reproductive, peinent à progresser pour les adolescents et les jeunes, alors qu'ils représentent les 2/3 de la population. Le taux de fécondité de la région est l'un des plus élevés au monde. Il est plus de 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. L'incidence des IST est très élevée également. Nous avons également, comme autre facteur, le poids démographique des adolescents et des jeunes. 64% de la population de la région a moins de 24 ans. La SRAJ est un des obstacles majeurs à l'accomplissement du dividende démographique. Également, notre région se caractérise par le manque d'accès et d'offres de services de qualité adaptés aux adolescents et aux jeunes. En résumé, je dirais que la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes demeure une priorité sociétale et de santé publique en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est pour cette raison que l'UNFPA, dans le cadre de son mandat, appuie pas mal d'interventions en lien, par exemple, avec l'éducation complète à la sexualité à travers le Fonds Muskoka, Fonds français Muskoka,
contribue à l'offre de services adaptés aux adolescents et jeunes. À travers les fonds OUBRAF, UNFPA contribue à la prévention du VIH, des autres IST et des grossesses non désirées. UNFPA également contribue à permettre aux adolescents et aux jeunes d'accéder et d'utiliser les produits de santé de la reproduction de qualité quand ils le souhaitent. À travers le programme SWED, les fonds MHTF, Takeda, Muskoka, UNFPA contribue à la lutte contre la mortalité infantile. L'autre aspect, c'est UNFPA, à travers la synchronicité des interventions, permet d'optimiser l'impact des actions menées, de mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé, de promouvoir et protéger les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et d'égalité des genres, de mobiliser les ressources accrues. Dès lors, vous comprendrez que pour UNFPA, il s'agit de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque adolescent et jeune réalise pleinement son potentiel. Je vous remercie. Les violences basées sur le genre constituent une violation très répandue, malheureusement, des droits des femmes, des adolescentes et des filles. Ceci est une atteinte grave aux droits fondamentaux, aux droits humains. Ses conséquences sur la santé physique, mentale, sexuelle, sur l'avenir des filles, des fillettes et des jeunes adolescentes nous interpellent au plus haut point. Il ne s'agit pas seulement de l'impact sur les femmes et les filles, il s'agit aussi de l'impact sur la société comme un tout. Autrement dit, les coûts de la violence sont aussi élevés pour les communautés et pour les dépenses de l'État, puisque celles-ci supposent des frais additionnels en termes de soins santé, en soins de justice, en frais de justice, une perte de productivité du travail des femmes, de leur contribution au développement et à la croissance. Elles ont donc un impact direct sur les budgets nationaux et globalement sur le développement, la croissance et sur l'égalité, bien évidemment. On note parmi les facteurs de risque à la fois l'absence ou les timides, trop timides souvent, lois et politiques nationales, mais également les us et coutumes, le faible accès à l'éducation, la pauvreté, parmi tant d'autres. Ce qui démontre cependant qu'on peut prévenir la violence, puisque si tous les acteurs travaillent en synergie pour renforcer et mettre en place un environnement qui conduit, je dirais, à un tabou de la violence, qui protège les droits des jeunes et des adolescentes, nous pourrions effectivement limiter cette pandémie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au vu des chiffres actuellement. Pour cela, il faudrait évidemment, premièrement, un engagement, une capacité d'action et des ressources financières également de la part des gouvernements et des États. Autrement dit, l'engagement du gouvernement à respecter, protéger, réaliser les droits des adolescentes. C'est un élément indispensable d'un environnement protecteur, qui se traduit alors par la mise en place de cadres juridiques solides, conformes aux normes internationales, par des politiques et des programmes aussi, qui peuvent mettre en œuvre cette législation et ces normes. Il faut par ailleurs que les pouvoirs publics prennent des mesures nécessaires au plus haut niveau, donc notamment dans le cadre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, dans le cadre des politiques budgétaires, par exemple la budgétisation sensible au genre, devraient ou doivent inclure plus exactement des mesures pour lutter contre la violence et pour prévenir toute forme de violence. L'application de la législation est en général dans tous les pays, je dirais, le point faible ou le maillon faible d'une chaîne d'action qui permettrait effectivement de diminuer tant l'incidence et la prévalence inquiétante des violences à l'égard des femmes et des filles. Autrement dit, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'information, tant en termes de santé sexuelle et reproductive qu'en termes de violence, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes et les filles elles-mêmes puissent savoir quels sont leurs droits et comment leur mettre en œuvre est également une composante fondamentale. Qu'elles aient accès à des services, que ces services ne soient pas trop compliqués, qu'ils soient en général intégrés dans un seul endroit, est effectivement un élément qui aussi facilite la réponse, la prise en charge et les droits. Un autre élément, très souvent plus difficile peut-être,
est celui des mentalités, des coutumes et des pratiques. C'est-à-dire que la violence envers les femmes et les filles trouve toujours dans toutes les sociétés ses origines dans des stéréotypes, des normes sociales et des discriminations fondées sur le genre, sur les rapports de pouvoir entre hommes et femmes, et se perpétuent de la sorte. Elles ont en effet un effet dévastateur en termes de violence à l'égard des femmes, violence de toute forme. Et les efforts, je dirais, doivent être vraiment portés sur des réponses, mais aussi sur la prévention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un travail de fond avec les communautés, avec les hommes aussi, qui permettent de s'attaquer aux racines et aux causes structurelles sous-jacentes de ces violences. Alors, les efforts de prévention doivent effectivement commencer dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'effectivement, ce travail avec les filles, avec les garçons, est indispensable. Il est indispensable d'inculquer des valeurs de respect, des valeurs d'égalité entre les sexes, des valeurs de tolérance. La collaboration entre les plus jeunes, effectivement. Merci beaucoup. En 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 12 187 nouvelles infections par le VIH, dont 2 819 chez les adolescents et les jeunes de 15 à 24 ans. Cela représente 23% des nouvelles infections, avec une proportion plus élevée chez les adolescentes filles et chez les jeunes femmes. En outre, le taux d'incidence de VIH tout âge confondu était estimé à 0,51 pour 1000, dont 0,61 pour 1000 chez les femmes et 0,41 pour 1000 chez les hommes. Parmi les jeunes femmes de 20 à 24 ans, le taux d'incidence moyen du VIH est le plus élevé, 1,24 pour 1000, avec un total de 23 districts où cette incidence est supérieure au taux moyen. Au sein des populations clés, l'étude PrEP-C, conduite par PATSI en 2016, a montré une incidence chez les TS de 1,8% à Abidjan et 3,2% à San Pedro. Devant cette situation préoccupante, nous avons adopté des interventions clés en direction de cette cible pour infléchir les tendances actuelles. Il s'agit notamment de l'autodépistage du VIH et de la prophylaxie pré-exposition au VIH pour toucher les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les populations clés et les jeunes filles vulnérables. L'autodépistage VIH, stratégie innovante pour le diagnostic du VIH, nous apparaît comme une opportunité pour toucher certaines cibles d'adolescents et jeunes difficiles à atteindre par le dépistage de routine. La dispensation des OTS se fait dans la communauté et dans certaines structures sanitaires à travers une ordre circulaire pour faciliter sa mise en œuvre dans ces dits établissements sanitaires. La prophylaxie pré-exposition s'annonce également comme un outil contextuel pour répondre efficacement à la situation stagnante de la prévalence auprès des populations clés et réduire le nombre de nouvelles infections. La PrEP est mise en œuvre dans certains structures sanitaires, notamment dans les services de santé scolaire et universitaires, afin de toucher le maximum de jeunes. Pour la mise en œuvre réussie de ces stratégies innovantes, nous avons d'abord élaboré des directives nationales que sont le guide technique national de la PrEP et le guide technique de l'autodépistage du VIH et les modules de formation. Nous avons ensuite procédé à la formation des acteurs de mise en œuvre et développer des outils de collecte de données et des supports de communication. Enfin, nous avons organisé des réunions de coordination et mobilisé les jeunes à travers la plateforme U-Report. Toutes ces interventions visent à réduire les nouvelles infections. Pour rappel, l'ONU-SIDA a fixé une réduction de 75% de nouvelles infections à VIH en 2020, mais notre pays n'a réalisé qu'une baisse de 54% en 2019. Ainsi, la PrEP et l'autotest sont une opportunité pour contribuer à la réduction des nouvelles infections avec un accent sur les populations les plus vulnérables, dont les populations clés et les adolescents et jeunes. Nous estimons que la mise en place de services communautaires innovants et adaptés pour dépister, appuyer l'observance au traitement et améliorer la qualité de vie des PVVH contribuera significativement à l'efficacité de ces stratégies. La Côte d'Ivoire, à travers le PNS, profite de cette tribune pour adresser ses remerciements à tous ses partenaires et particulièrement à l'UNICEF pour l'appui inestimable dans la mise en œuvre de ces stratégies clés. Je m'appelle Laurence Kabasele, présidente du réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement, Afrian en cycle.
et je suis basée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'importance de l'implication des jeunes dans le plaidoyer par rapport aux questions des adolescentes et jeunes femmes. Oui, il est très important que le jeune puisse participer dans le processus de plaidoyer lié aux adolescentes et jeunes femmes sur leurs questions liées à la santé sexuelle et reproductive en général et sur les questions de VIH en particulier parce qu'elles sont plus à risque. Oui, pourquoi elles sont plus à risque? C'est parce que les adolescentes et jeunes filles sont victimes des violences basées sur le genre, des violences sexuelles, des mariages précoces et le non-accès à l'éducation sexuelle complète. Et quand je parle par rapport, quand on attend des violences basées sur le genre, des violences sexuelles, une jeune femme ou une adolescente violée, elle n'a même pas le temps de négocier le préservatif. Et ça augmente le taux de transmission au VIH-Sida. On prend encore la jeune fille, l'adolescente, je pourrais dire, mariée précocement, parce qu'elle est aveuglée par l'obéissance de ses parents. Elle accepte d'aller en mariage précocement avec une personne qu'elle ne connaît même pas, l'état sérologique, qui fait en sorte qu'elle est à risque encore d'attraper le VIH, SIDA et celles aussi qui n'ont pas encore accès à l'information ou à l'éducation sexuelle complète liée à leur santé sexuelle et reproductive, ça fait en sorte qu'elle ne sait pas négocier ou elle ne connaît pas ses droits pour négocier avec son partenaire le préservatif pour se protéger et protéger son partenaire. Et ça fait en sorte que le taux de contamination au VIH augmente et on n'arrive pas à atteindre le 90-90-90. C'est pour cela que les jeunes comprennent très bien les questions ou les problèmes liés à leur père et il est très important que le jeune collabore avec le multisectoriel pour changer certaines lois liées à leur santé sexuelle et reproductive, notamment le dépistage volontaire sans le consentement des parents, afin de promouvoir la santé des adolescentes et jeunes femmes. Je vous remercie. Merci infiniment aux 4 intervenants qui montrent l'importance d'une bonne coordination entre les différents secteurs d'intervention. Et sans doute pourrais-je dire très rapidement, justement, que plusieurs agences des Nations Unies travaillent à un engagement de haut niveau pour des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet engagement va permettre d'avoir des programmes mieux coordonnés, de meilleure qualité, avec une plus grande couverture dans les pays de la région, pour mieux faire face au VIH, aux violences basées sur le genre, aux grossesses précoces et non désirées. Plusieurs pays sont actuellement en train d'organiser des consultations nationales pour faire des recommandations qui seront reversées dans l'engagement de haut niveau et qui pourront apporter une dimension supplémentaire, une meilleure coordination entre les secteurs dans ce domaine. Mais les présentations sont faites et je passe maintenant la parole à Cheikh Tidiane Tall, qui travaille au bureau régional de l'UNICEF à Dakar,
couvrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui est l'un de nos meilleurs experts dans la réponse au VIH, pour lire les questions ou prendre des questions qui sont envoyées aux différents intervenants. Cheikh Tidiane, à toi. Merci Xavier, merci pour cette introduction. Permettez-moi aussi de profiter de cela pour remercier tous les panélistes. Je voudrais aussi rappeler aux participants qu'ils ont toujours la possibilité de continuer à poser les questions. Pour l'instant, nous avons 2 questions et une préoccupation. La préoccupation, nous avons un participant du Bénin, M. Théodore, qui a des soucis pour se connecter. Donc, il regrette de ne pas pouvoir suivre cette présentation et souhaite recevoir l'enregistrement de la session. Ensuite, nous avons M. Ibrahima, qui veut comprendre les phénomènes qui expliquent que les jeunes femmes et les adolescentes sont beaucoup plus atteintes que les adolescents, les hommes de leur âge. Donc, il veut comprendre les phénomènes qui expliquent cela. Il n'a pas spécifié à qui il adresse la question, mais on a beaucoup d'experts sur la table qui pourraient lui fournir quelques questions et explications pour ça. Et puis la troisième question que nous avons jusque-là provient de M. Sodeha Hien, qui est de l'organisation Humanité et Inclusion. Et lui, sa question s'adresse à M. Patrice Ladji de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il voudrait savoir sur l'expérience de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont comme dispositif pour toucher les personnes et les populations les plus vulnérables. Il demande, est-ce qu'il y a des actions spécifiques pour toucher les personnes vivant avec handicap, quand on sait que très souvent, ils sont oubliés dans les approches de cette lutte. Est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire des données spécifiques sur la prévalence du VIH chez cette cible vulnérable des personnes vivant avec handicap? Voilà les premières questions. Donc, j'encourage les participants à continuer à poser les questions et puis peut-être on va commencer par la dernière question avec le Père Patrice. À vous. Docteur Patrice, votre micro est fermé, donc on ne vous entend pas. Si vous êtes en train d'intervenir, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. En fait, je n'interviens pas, c'est maintenant que je vais intervenir par rapport à la question spécifique qui a été posée pour la Côte d'Ivoire, savoir des actions spécifiques à l'endroit des handicaps. Oui, en termes de la situation exacte de l'atteinte du VIH, les handicaps, nous n'avons pas d'études spécifiques dans notre pays, mais il y a des études que nous prenons, qui nous servent de base. Mais cette année, le plan stratégique qui a été développé pour 2021-2025 prend en compte les handicaps. Les actions spécifiques sont donc, ont donc été élaborées pour cette classe, pour les handicaps. Ok, merci. Donc la deuxième question, c'est cette vulnérabilité. En fait, ça c'est vraiment, comment je vais appeler ça, l'objet de notre de ce symposium-là, le fait que les jeunes filles et les jeunes femmes soient plus vulnérables, c'est pourquoi nous proposons ce cadre opérationnel. Donc, ces participants veulent savoir pourquoi il y a cette vulnérabilité plus grande pour les jeunes filles et plus que les jeunes garçons. Peut-être je vais demander à Emmanuel, qui a un peu travaillé sur les cadres, s'il peut fournir quelques éléments de réponse. Emmanuel, à toi.
Merci Tidiane. À la question de savoir pourquoi il y a cette vulnérabilité plus grande, je pense que la présentation que Thérèse a faite nous a donné déjà quelques éléments par rapport aux facteurs d'association entre ce qu'on peut appeler les comportements, mais aussi les facteurs environnementaux et la survenue de maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Les femmes et les adolescentes et les jeunes femmes, malheureusement ou heureusement, sont plus exposées à ces facteurs qui sont associés à la survenue des maladies sexuellement transmissibles beaucoup plus que les hommes. Et certains des facteurs qu'on a identifiés dans les analyses qui ont été faites nous montrent que l'âge, pour les femmes qui ont 22 ou 20 à 24 ans, comparé à celles qui ont 15 à 19 ans, l'âge constitue un de ces facteurs de risque. On a aussi trouvé que les femmes qui atteignent des niveaux d'éducation secondaire ou tertiaire sont aussi plus à risque que celles qui ont des niveaux d'éducation au niveau de l'école primaire. Cela pourrait peut-être s'expliquer, on n'est pas encore parfaitement sûr de l'explication de ces données. Cela pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'au niveau de l'éducation tertiaire, peut-être que les programmes ne donnent pas un accent sur l'éducation à la vie sexuelle, mais aussi sur la prévention du VIH. Tout comme il faut aussi s'avérer qu'il y ait des facteurs de risque, y compris les comportements sexuels à risque beaucoup plus accentués dans ces environnements-là. Donc voilà un peu quelques éléments de réponse, mais pas tous, sur la base des informations qu'on a tirées des données qui ont été données ici. À toi, Tidiane. Alors, Tidiane, est-ce que je peux apporter quelques éléments aussi? Oui, Dominique, allez-y. Oui, comme je disais dans la vidéo que j'ai présentée, en fait, notre région aussi est caractérisée par une série de pratiques, les pratiques de mariage et de grossesse précoce qui exposent davantage les jeunes filles et les adolescentes dans notre région. Et l'autre aspect qui est important, c'est que nous sommes dans une région où, malgré le fait que ces pratiques font lésion, mais aussi nous sommes dans un contexte où les adolescentes et les jeunes filles ont très peu de connaissances par rapport à ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive. Comment éviter les grossesses précoces, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles. Elles ne sont pas préparées à ça. Et donc, tous ces éléments-là font qu'elles sont plus exposées. Et ça fait que la situation que nous vivons aujourd'hui s'explique de mon point de vue parce que les contextes sont tellement défavorables par rapport à cette couche de la population, les adolescentes et les jeunes femmes. Ce qui fait que, bon, ce que nous voyons aujourd'hui, de mon point de vue, c'est normal parce que nous sommes dans un contexte où vraiment il y a énormément de choses à améliorer, notamment comment nos pratiques, comment nous allons pouvoir vraiment éviter ces pratiques-là qui mettent les adolescentes et les jeunes femmes dans des situations où elles n'ont même pas le pouvoir de décision. Et donc, ça fait que vraiment, nous
sommes dans un contexte sur lequel il faut davantage travailler pour qu'on puisse vraiment améliorer le sort de ces catégories de population. À vous, je vous remercie. Ministre, pour ces informations complémentaires. Les organisateurs nous indiquent qu'il nous reste à peine quelques minutes. Comme il n'y a pas d'autres questions, peut-être que nous allons passer à la dernière séquence de ce symposium-là. Et à mon avis, c'est Landry qui doit reprendre la parole pour modérer et faciliter la dernière séquence. Bien, merci. Merci à tous les intervenants. Merci à Xavier et à Tidiane pour la modération des deux séquences précédentes. Nous arrivons, chers participants, à la cérémonie de clôture de notre symposium. Et c'est un privilège pour moi d'inviter ici notre cher docteur Mamadou Sakho pour le mot de clôture. Une vidéo de Mamadou Sakho et Mamadou Sakho, vous êtes là? Mamadou Sakho, il est là? Bien, si Mamadou Sakho n'est pas là, avec toutes nos excuses, nous allons procéder à une clôture à la place de Mamadou Sakho qui n'a pas pu se reconnecter. Il a des soucis techniques en ce moment. Au nom de tous les organisateurs de ce symposium, au nom de la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, représentée ici par la directrice régionale adjointe, au nom du directeur régional de l'ONU-SIDA, représenté par Dr Mamadou Sakho, qui n'a pas pu faire son mot de clôture. Je voudrais remercier tous les participants à ce symposium qui a porté sur le cadre opérationnel de la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation et toutes les discutants pour la profondeur et la substance de leurs suggestions. J'espère que les participants auront retenu les messages clés de cette session et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dans les prochaines semaines, prochains mois, dans les 10 pays et au-delà pour les prochaines étapes de ce processus. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.